Donc, je vais vous présenter le panel, le panorama des diagnostics avant travaux. On pourra échanger au cours de cette présentation sur les bonnes pratiques que l'on peut adopter. Alors, je me présente rapidement. Je suis dirigeant fondateur du groupe Sodiatech. Nous sommes dans notre 20e année d'exercice et nous exerçons 3 métiers. Les diagnostics avant et après travaux, les diagnostics vente et location. Et puis, nous avons déployé une activité de conseil, d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de formation amiante sous section 4 via notre filiale ING2A. Donc, nous sommes 30 collaborateurs implantés en Île-de-France, en région centre et en région PACA. Et donc, nous avons déployé en fait notre structure suivant 3 valeurs, les valeurs d'altérité, de convivialité et de professionnalisme, sachant que la convivialité et le professionnalisme peuvent très largement cohabiter. Et voilà. Donc, j'ai une activité de syndicale puisque je suis vice-président de la FIDI, qui est la Fédération interprofessionnelle du diagnostic immobilier. J'en suis d'ailleurs administrateur depuis la fondation, la création de la FIDI. Et je pilote le groupe de travail amiante et plomb. Par ailleurs, je suis également administrateur suppléant du syndicat du retrait du traitement de l'amiante et des autres polluants, le CIRTA. Voilà. Donc cet investissement syndical, il est au service de la filière. Ça permet de créer du lien avec les différents acteurs, voilà, de servir la filière et puis de défendre les intérêts de notre belle profession. Alors, je vous propose dans cette présentation, eh bien, évidemment, de commencer par l'intégration du risque Covid-19, puisque la crise sanitaire a eu un impact fort sur la reprise de notre activité. Et puis, du coup, nous allons aborder le panel. Alors, je vais essayer d'être succinct. Donc, le panel des diagnostics avant travaux qui sont donc les repérages amiante avant travaux, avant démolition, le diagnostic plomb, le diagnostic thermite, le diagnostic déchets, le diagnostic ressources, et puis on pourra aborder en fait les enjeux pour la filière et voir les bonnes pratiques et les retours d'expérience. Alors, intégration du risque Covid-19. Évidemment, cette crise sanitaire, nous avons été à l'arrêt, évidemment, comme la plupart des activités en France. Et nous avons dû, pour pouvoir reprendre l'activité, renforcer les mesures de prévention préalables. Alors, je vais faire un petit rappel du plan d'intervention qui est nécessaire avant toute mission. C'est ce plan d'intervention, on va échanger avec le donneur d'ordre, définir les contraintes et les moyens d'accès aux locaux, voir si du coup les locaux sont occupés ou s'il y a de la coactivité, essayer d'aborder une logique de visite des locaux. Et puis, dans le cadre en fait, de ce plan d'intervention, ça sera l'anticipation des investigations avec les corps d'État complémentaires. On est souvent amené à travailler avec des étancheurs, des façadiers, des maçons, des pelleteurs, des ascensoristes. On peut être amené aussi à piloter une nacelle pour les conditions d'accès. Et tout ça, ce n'est pas simple à gérer. Il faut bien définir qui fait quoi. Il faut clarifier avec le donneur d'ordre la mise à disposition des moyens. Alors, ce plan d'intervention, c'est un préalable. Il va amener le plan de prévention qui, pour le coup, pour intégrer le risque Covid-19, est obligatoire. Il va falloir co-signer avec le client, le donneur d'ordre et le diagnostiqueur le document qui permet l'évaluation du risque, enfin qui aide à l'évaluation des risques de transmission du virus. Donc, dans ces documents, on va rappeler les gestes barrières et puis, du coup, on va anticiper et éviter la coactivité. Ce plan de prévention, il a pu être possible grâce au guide en fait, de préconisation des activités de la filière du diagnostic immobilier et des protocoles de la FIDI qui a travaillé au service de ses adhérents pour nous permettre en fait, de reprendre les activités en définissant des risques moyens, forts, liés à la présence des occupants dans les locaux. Ce plan de prévention, il est signé effectivement en amont pour intégrer le risque Covid-19, mais il est adapté si l'intervention implique des travaux dangereux, qui permettra d'intégrer d'autres spécificités si on intervient sur une usine ou s'il y a des particularités
liées à la, comment dire, à l'intervention. Une astuce, eh bien, c'est que vous pouvez, si vous êtes diagnostiqueur immobilier, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, retrouver nos protocoles sanitaires qui sont accessibles sur le site de la FIDI. Donc, j'ai fait un lien. Je pense que cette présentation sera partagée. En cliquant sur le lien, vous accédez directement sur la page de présentation de la fédération qui met en ligne les protocoles sanitaires. J'ai du coup dans cette présentation positionné des images qui définissent les procédures d'intervention Covid-19 et un exemple d'une fiche à remplir préalablement avec l'occupant du logement de façon à connaître en fait son positionnement. Déjà, le locataire peut refuser l'intervention, peut refuser de transmettre les informations qui sont préalables à notre intervention, notamment est-ce que l'occupant présente des signes de maladie ou côtoie des personnes à risque, accepte-t-il de respecter les gestes barrières, la distanciation physique, voilà. Donc ce préalable permet de, eh bien, en toute sécurité, pour nos opérateurs et pour les occupants, de préparer l'intervention. Bien, voilà, donc cependant, le risque Covid-19 est un préalable, certes, mais nous devons en fait pouvoir continuer nos investigations et nous sommes le premier maillon de la chaîne pour la filière de l'amiante, pour la filière du plomb, et les repérages avant travaux sont nécessaires et doivent continuer. Alors, je vous fais un petit panorama. Donc, je vais vous présenter le repérage amiante avant travaux et démolition. Cadre réglementaire et normatif. Alors, le repérage amiante avant démolition s'inscrit dans le Code de la santé publique. C'est le décret du 3 juin 2011 qui précise les modalités de réalisation de la mission, avec un arrêté qui était attendu et qui est sorti en juin 2013, qui définit les conditions du repérage. Dans le Code de la santé publique, nous connaissions le diagnostic amiante avant démolition. Il y avait pendant quelques années une difficulté à cadrer le repérage amiante avant travaux, qui s'inscrivait en fait dans les principes généraux de prévention liés au décret du 4 mai 2012, mais il n'était pas clairement indiqué qu'il fallait faire un repérage amiante avant travaux dans le bâtiment. Ça a été précisé par le décret du 9 mai 2017 qui a défini et précisé les principes généraux de prévention en prévoyant le repérage avant certaines opérations, notamment dans le bâtiment, qui a été finalisé par l'arrêté du 16 juillet 2019 qui définit le repérage avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et fixe enfin définitivement les modalités pour intervenir. Il définit le rôle de l'opérateur de repérage, le rôle du donneur d'ordre, et donc fait référence à la norme 46020 qui était notre document, le consensus élaboré par les professionnels, qui définit le contenu, la méthodologie et les modalités de réalisation de la mission de repérage. Donc cette norme est citée par l'arrêté du 16 juillet et elle est réputée satisfaire aux exigences réglementaires. Alors, petit zoom sur le repérage amiante. Donc le repérage, il est adapté à la nature de l'opération, à son périmètre, et il est suivant un programme détaillé des travaux qui anticipe également le phasage éventuel. On sait qu'un programme de travaux, il peut évoluer dans le temps, il peut être par étapes précisé, et donc l'arrêté du 16 juillet eh bien, précise que nous devons anticiper les phases éventuelles du programme des travaux. Alors, les obligations de l'opérateur de repérage. Pour pouvoir exercer, l'opérateur de repérage avant travaux doit être certifié amiante mention à partir du 1er juillet 2020. Nous attendions possiblement un report de cette date suite à la crise sanitaire. Malheureusement, ça a été maintenu et confirmé. C'est bien au 1er juillet 2020 que l'opérateur de repérage devra
être détenteur de cette certification pour pouvoir exercer. L'opérateur, il détermine le périmètre de son intervention et le programme de repérage. C'est lui qui définit les sondages, qui définit les zones présentant des similitudes d'ouvrage, il fixe sa stratégie d'échantillonnage et puis envoie ses échantillons au laboratoire pour analyse. Une fois que l'analyse confirme la présence d'amiante, eh bien, l'opérateur de repérage retourne sur place, finalise sa cartographie et estime la quantité des matériaux et produits contenant de l'amiante. C'est la grande nouveauté en fait de l'arrêté avant travaux. Cette quantité des matériaux et produits contenant de l'amiante est évaluée en mètres linéaires, en unités, en mètres carrés. Il ne faut pas confondre en fait les quantités de matériaux et produits contenant de l'amiante et les quantités de déchets. C'est bien une spécification différente qui s'approchera pour le coup dans le diagnostic déchets que l'on va aborder sur un slide suivant. Donc le donneur d'ordre, il communique la liste des immeubles évidemment concernés, le programme détaillé des travaux, les plans mis à jour, la documentation technique existante des anciens repérages, le dossier technique amiante. Et son rôle, donc, c'est de permettre l'accès à l'ensemble des locaux, de fournir les moyens pour accéder en sécurité aux matériaux, et puis d'informer les occupants et les exploitants des locaux concernés. Le donneur d'ordre fait mettre à jour la mission et les rapports. S'il y a une modification du programme des travaux, il faut bien y penser. Quand on intervient sur une opération à un instant T, eh bien, un an après, le programme des travaux, il a peut-être évolué. Il faut penser à mettre à jour la mission. Et par ailleurs, on peut être amené à émettre des réserves ou avoir des investigations complémentaires à faire. En ce cas-là, du coup, il va y avoir un pré-rapport. Et donc, il faut penser à finaliser la mission. Donc voilà, cette petite note pour indiquer que c'est important de bien anticiper la phase du programme des travaux, ses modifications et de mettre à jour les rapports le cas échéant. Bien, on va passer au plomb avant travaux. Le diagnostic plomb, il est connu pour les ventes dans le Code de la santé publique depuis quelques années, mais il n'est pas applicable dans le cadre des repérages avant travaux. Le repérage avant travaux n'a pas encore de cadre réglementaire et normatif. Mais le plomb est un composant, est cancérigène, mutagène, reprotoxique. Il est reprotoxique, plus exactement. Et dans ce cadre-là, il doit y avoir une évaluation des risques avant travaux qui doit être faite, notamment pour respecter la valeur limite d'exposition professionnelle et la valeur limite biologique. Et pour ce faire, il faut bien réaliser un repérage. Alors, on a un document, une référence qui est très intéressant, qui est le guide de la Direct Centre qui a été fait en mars 2014, qui préconise la réalisation du diagnostic plomb, qui porte bien sûr sur le programme des travaux, qui demande d'utiliser un appareil à fluorescence X comme pour le CREP et qui ne prévoit pas de seuil, contrairement au diagnostic plomb lié à la vente, au CREP, ce seuil est 1 mg par centimètre carré. Donc là, il n'y a pas de seuil. En fait, ça sera au donneur d'ordre et à l'entreprise de faire son évaluation des risques en fonction des tableaux de mesures qui seront fournis par l'opérateur de repérage. On recommande de faire appel à un opérateur certifié. Et puis, je vous ai fait un petit rappel pour préciser quelques dates clés. La Céruse était mise en œuvre dans les pièces humides avant 1949. On retrouve dans le bâtiment également des feuilles de plomb et on retrouve des miniums jusqu'en 1993 dans le bâtiment. Il y a un projet de norme qui est presque abouti, qui définit le contenu, la méthodologie et les modalités de réalisation des repérages du plomb avant travaux. Une enquête publique va arriver sous peu et la prévision de publication, c'est fin 2020. C'est une norme qui est assez attendue et sur laquelle on pourra s'appuyer pour formaliser nos repérages plomb avant travaux. Bien, je vous parle rapidement des termites. Il n'y a pas d'obligation avant travaux, mais c'est un diagnostic qui est conseillé en zone définie par arrêté municipal ou préfectoral. En fait, le cadre de la lutte contre les termites qui s'inscrit dans le Code de la construction et de l'habitation prévoit de protéger l'acquéreur, d'éviter la propagation des termites et de réduire les zones de diffusion. L'objectif, c'est de protéger le vendeur d'un éventuel recours de l'acquéreur et donc il est prévu un état relatif à la présence de termites dans le bâtiment pour les ventes. Il faut savoir que quand il y a une présence de termites, il y a une obligation de déclaration en mairie
et qu'en cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment dans une zone à risque, les matériaux et les bois contaminés doivent être incinérés sur place ou traités avant transport si jamais il y a une destruction, si jamais la destruction par incinération n'est pas possible. Voilà, donc le rapport, en fait, l'état des risques liés à la présence de termites dans un bâtiment va identifier les indices d'infestation ou la présence de termites. Il identifiera dans les constatations diverses les éventuels parasites du bois, les champignons linivores, les insectes à larves xylophages. Et le fait d'avoir ces informations peut avoir un intérêt sur le recyclage. Voilà une zone, les zones concernées par les arrêtés préfectoraux. On retrouve ces cartes et ces informations sur le site l'Observatoire national des termites, et le lien figure sur la slide si vous voulez préciser, définir les zones. Alors, le diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition. Donc, il y a une obligation de faire un diagnostic déchets. Depuis le 31 mai 2011, un décret a fixé son obligation réglementaire précisée par l'arrêté de décembre 2011 qui a défini le contenu et la méthodologie de réalisation de ce diagnostic déchets. Il doit être en fait réalisé avant le permis de démolir et avant du coup l'acceptation des devis ou la passation du marché pour être communiqué aux entreprises. Il est obligatoire pour les bâtiments dont la surface plancher est supérieure à 1000 m² ou pour les bâtiments, l'activité agricole, industrielle et commerciale qui ont soit fabriqué, utilisé ou mis en œuvre une substance dangereuse. L'objectif de ce diagnostic déchets, c'est de fournir la nature, la quantité, la localisation des matériaux, des produits de construction et des équipements constitutifs du bâtiment. On va préciser dans ce rapport les déchets résiduels qui sont issus de l'usage ou de l'occupation des bâtiments. Le rapport va indiquer les possibilités de réemploi des matériaux sur site, identifier les filières de valorisation ou d'élimination des déchets. Donc, en fonction de la classification déchets inertes, déchets non dangereux ou déchets dangereux, eh bien, on aura une option de recyclage ou d'acheminement eh bien, dans les installations de stockage dédiées. Évidemment, le diagnostic des déchets issus de la démolition, il va s'appuyer sur des diagnostics connexes, le repérage amiante avant travaux ou avant démolition, le diagnostic pollution des sols, notamment dans le cadre des installations classées pour la protection de l'environnement, le diagnostic pyrotechnique pour les friches militaires, les diagnostics plomb avant travaux, les diagnostics thermiques ou états parasitaires, et puis éventuellement les recherches de substances dangereuses en fonction de l'activité des locaux. Enfin, je vais vous présenter le diagnostic ressources qui, à ce jour, n'a pas de cadre réglementaire, mais s'inscrit dans l'éco-responsabilité. Il s'agira en amont du projet d'analyser les éléments constitutifs du bâtiment. Éléments constitutifs, c'est la structure, l'enveloppe, les éléments, les équipements techniques, les aménagements intérieurs, le second œuvre. Et puis, donc, ce rapport va recenser les matériaux, les matériels à fort potentiel et va proposer des pistes de réutilisation ou de réemploi. Alors, ces facteurs de réemployabilité, évidemment, ils dépendent de la technique de démontage. Cette technique permet-elle de récupérer le matériau? Est-ce que dans la temporalité du projet, on va retrouver des repreneurs qui seront intéressés dans des délais compatibles? Est-ce que, au niveau économique, le prix de revente sera compétitif par rapport au prix du neuf de ces matériaux? Et la revente permet-elle en fait une opération à minima ou à coût neutre? Et puis organisationnel, l'impact du démontage peut avoir des influences sur le planning de l'opération et être incompatible. Voilà les éléments du diagnostic ressources. L'idée, c'est d'avoir un bouclage en fait de l'économie circulaire et d'être en phase conception-construction, en phase de vie du bâtiment ou en fin de vie,
eh bien, d'avoir le minimum de déchets et de favoriser, maximaliser la valorisation ou le recyclage. Alors, les enjeux de la communication et de la transparence des échanges. Pour un opérateur de repérage, un écueil à éviter, c'est par exemple des réserves dans l'émission de ces rapports, des réserves en catimini. Si par exemple nous avons été dans l'obligation de faire un pré-rapport, eh bien il faut l'écrire clairement. Un des écueils, c'est qu'il n'y ait pas de plan qui cartographie les informations, une absence de photos, une manque de communication entre le technicien et les acteurs, maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'œuvre. Et puis, de transmettre un rapport par email ou par courrier sans réunion de présentation. Voilà un des écueils à éviter. Nous, ce que nous conseillons, c'est d'aborder les points qui posent problème en amont de la proposition, à la signature de la commande et lors de la première réunion de préparation. C'est vertueux évidemment de communiquer clairement sur la réserve, sur les réserves en fait qu'il peut y avoir dans le rapport. On communique clairement dans les conclusions, sur les plans, par un courrier d'information qui accompagne le rapport et évidemment par présentation des rapports avant travaux en réunion. Tout ça pour finir sur une conclusion. Qu'est-ce qu'une mission de repérage avant travaux réussie? Eh bien, l'opérateur doit disposer des compétences, c'est son savoir-faire qui est en jeu, mais également son faire-savoir. C'est l'enjeu de la communication. Et donc, ce que l'on peut dire, c'est qu'une mission de repérage avant travaux, elle se construit ensemble, qu'elle est basée sur la confiance et la transparence des échanges tout au long de la mission. Voilà. Ouais, voilà, merci Laurent pour cette présentation. On aimerait t'applaudir, mais chacun est derrière son écran.